12e séance, fin octobre. Au retour des vacances, Dominique ne fut pas présent à son rendez-vous. À la demande de l'assistante sociale, fallait-il conserver les rendez-vous suivants, la mère écrivit le 10 octobre, annonçant pour la semaine suivante une visite qui serait la dernière selon le vœu de son mari. Le résultat atteint, dépassant déjà l'espoir qu'on pouvait attendre de la psychothérapie, lui paraissait amplement suffisant. Je cite des extraits de cette lettre. « Cet été, nous sommes restés à Saint-Raphaël 2 mois. Il n'a donc pas pu aller à la ferme de son oncle. Dominique était parfaitement heureux et adapté, alors que les autres années, il recherchait la compagnie des tout-petits, de 3 à 5 ans maximum. Cet été, il a joué avec des enfants de 12 à 13 ans, sortant de 7e et 6e, et tout a bien marché. Les parents, loin de le chasser avec le mépris qu'ils montraient les autres années pour lui comme pour les enfants en retard, assimilés à des monstres contagieux, m'ont fait compliment parce que ce grand garçon de 15 ans était si gentil et patient et avait une imagination extraordinaire pour faire jouer les plus jeunes que lui. Il ne s'était pas aperçu de son retard. C'est la première fois que cela arrive. Nous n'avons noté qu'un seul comportement anormal. Les parents de ses amis l'ayant emmené au cinéma, j'avais remis un billet de 5 francs à Dominique pour payer sa place. Brusquement, au milieu du film, il s'est souvenu de cet argent. Il a dit à la dame « Je n'ai pas payé ma place ». Et elle a répondu « Cela ne fait rien, on verra en sortant ». Lui n'a pas compris que les parents avaient payé sa place et il s'est senti coupable d'occuper une place non payée. À la sortie, voyant que personne n'allait payer sa place, il s'est glissé à la caisse où il n'y avait personne, a jeté son argent sur le comptoir et s'est sauvé, rouge de honte, mais délivré parce qu'il avait tout de même payé. Le billet a sans doute été perdu, mais il était délivré, la conscience tranquille. Dans un sens, je suis contente de lui voir une honnêteté qu'on voit rarement chez les garçons de 15 ans. Mais cela prouve qu'il n'a pas encore le sens de l'argent. Il a 30 francs, 3000 francs anciens, par mois d'argent de poche, mais il ne veut pas le garder, craint de le perdre et me le confie. Il ne pense même pas à le dépenser. En classe, il refait comme convenu la même classe de perfectionnement avec son excellente maîtresse. Il en est très heureux. Les progrès de français sont indiscutables. L'orthographe gagne des points chaque jour. C'est le calcul qui reste encore le point noir. Il est d'une étourderie invraisemblable si on ne reste pas à ses côtés. Il dessine énormément, des personnages toujours en pleine action, voire avec ses dessins antérieurs. Ce garçon qui paraît étourdi note sur ses dessins les moindres détails qu'il a observés avec une exactitude invraisemblable. Personnellement, j'espère, comme le pensent le directeur et la maîtresse, qu'au bout de cette année, il sera au niveau de se présenter au certificat d'études. Ce qui ne veut pas dire qu'il le passera, mais cela lui permettra d'entrer dans une école d'élevage ou d'agriculture qui demande ce niveau d'entrée. En ce qui concerne les rencontres avec vous, comme je vous l'ai déjà dit, mon mari estime que tout ce qui est médecine de l'âme n'est que baratin. C'est un homme d'affaires qui vit avec des chiffres et des machines toute l'année, qui du reste n'est à la maison que 2 jours par semaine. Il n'y a le temps que d'y réfléchir à son travail. Si l'un de ses fils avait été ingénieur, il l'aurait peut-être considéré avec intérêt, mais l'aîné n'est qu'un artiste, mépris total, et Dominique n'est pour lui qu'une source de soucis. Quant à Sylvie, pour lui, elle n'est qu'une fille, et cela n'offre pas tellement d'intérêt pour un homme comme lui, et il m'accuse en outre de l'avoir pervertie en faisant une littéraire. Or, les littéraires comme moi sont juste bons à faire de petits fonctionnaires besogneux. Mon mari est pourtant dans son travail un homme extrêmement intelligent et excellent homme d'affaires, mais ni actualité, ni lettres, ni art ne l'intéressent. Il ne lit que des romans policiers et encore. Il a son univers, nous avons le nôtre. Mon mari juge que Dominique n'a aucune utilité à venir vous voir, puisque la soi-disant jalousie qui avait soi-disant détraqué son enfance était sans fondement, puisqu'en suivant les conseils donnés autrefois, on n'avait rien pu modifier. Donc, vu, classé, fini, on n'en parle plus. Mieux vaut, si on dépense pour lui donner des leçons de calcul. Pour ma part, je vous suis profondément reconnaissante de tout ce que vous avez fait pour lui, car vous l'avez rendu sociable comme les autres. Je pense souvent qu'au lieu de vous amener le fils, c'est le père qu'il aurait fallu vous conduire pour en faire un père de famille normal. Jour de la consultation.
J'entrevois la mère à la salle d'attente où Dominique et elle se trouvent seuls. Je la remercie de la lettre dont je résume brièvement le contenu à Dominique, qui déclare à sa mère qu'il se doutait bien de ce qu'elle avait écrit. Il entre avec moi dans mon bureau, me dit qu'il avait espéré reprendre aujourd'hui avec moi ses visites régulières, sa mère ne lui ayant rien annoncé, mais que cela ne le surprend pas. Son père, déjà, n'avait pas voulu qu'il vienne l'année dernière. Je note ce qu'il dit. Il parle avec une voix normale. Le fait que je sois venue, résultat, une année ou deux de plus à sa charge. Il paraît que déjà l'année dernière, j'aurais pu, sans ce traitement qui m'a permis de rester à l'école, être placée définitivement et ne plus rien lui coûter. Il dit que pour ce que je pourrais faire, de toute façon, mon retard n'est plus rattrapable et qu'il aurait mieux valu qu'on n'essaie pas. Il dit comme ça qu'il faut admettre l'infirmité incurable. Eh bien moi, je ne dis pas qu'il n'a pas raison, c'est mon père, je sais bien qu'il n'a pas tort non plus, on ne doit pas dire ça de son père, et puis je l'aime bien. Mais je suis rudement content d'avoir été soigné par vous. Mais je comprends. Comme je ne serai jamais un ingénieur, c'est pas la peine de lui dépenser son argent. J'en gagnerai bien assez, je le sais. Je sais pas comment je le sais, mais je le sais. Et alors, ça sera pas lui qui paiera si je reviens vous voir. Mais c'est pas pour maintenant. Patience. Note. C'est la première fois que Dominique emploie la forme négative « ne pas ». Dans la suite, il ne l'emploiera pas régulièrement encore. Pendant tout ce monologue, son ton est absolument normal et sa voix normalement posée. Aucune agressivité dans le ton. Silence, un temps. Puis sur un ton voulu différent du précédent, plus haut, comme un épisode d'aventure conté qu'on reprend, mais avec une voix normalement modulée, Dominique enchaîne. Aujourd'hui, je vais faire de la conserve humaine. C'est très méchant. Celui qui va s'aventurer là, c'est terrible ce qui va lui arriver. Il fabrique un bonhomme en modelage. C'est un promeneur tranquille qui reçoit un somnifère et tombe dans une trappe où il entre dans une fabrique de boîtes de conserve. Ça ressemble à une histoire qui aurait failli arriver à Tintin. Au bout de la suite de machines, il y a de la choucroute humaine. Il mime de consommer et m'en offre, puis mime d'y trouver un cheveu. Un cheveu blond! C'est une usine où on met en conserve que des hommes blonds, les seuls aptes à la consommation, et dont la chair rivalise avec celle du cochon. En plus des blonds, dans cette usine, on y enverra tous les embêtants, les précepteurs et les mères cédès. Il rit aux éclats. Et les directeurs d'école et les curés. As-tu entendu l'expression « bouffer du curé » ? Non, jamais. Je disais ça pour exprimer qu'on voyait des points noirs dans la choucroute faite avec des blonds. C'est très rigolo de jouer à se régaler comme des cannibales. Les cannibales, ils mangent les missionnaires, c'est des curés. Ils trouvent ça bon. Mais là, c'est par hasard qu'un curé y est tombé, c'était pour les blonds. Toi, as-tu quelque chose contre les curés ? Non, moi, je ne vais pas à la messe, mon père non plus. Il a trop à faire pour faire autre chose que s'enfermer à travailler ou à bricoler tout seul le dimanche. Ma mère et ma sœur ne ratent pas leur messe du dimanche, elles, mais moi, ça m'embête. J'ai fait ma première communion et ma confirmation, comme tout le monde. Même mon père, qui était enfant de chœur toute sa jeunesse, même que le curé lui lavait les pieds une fois par an. Ça, c'était rigolo. Aussi, c'est à cette messe-là, la nuit, à Pâques ou à Noël, ou les deux, que j'aime aller. Il y a des enfants de chœur et on leur lave les pieds, mais moi, je ne l'ai pas vu. C'est mon père qui m'a dit. Ah oui, dans la choucroute, on leur ôte les souliers avant, aux hommes, parce que ce serait trop dur à hacher. Il fait en modelage une silhouette de curé, parle de télé, des recettes de cuisine qu'un cuisinier y donne. C'est un métier de femme qui se met au masculin. Il fait à cette silhouette une grande queue et dit « Voilà, maître queue !» Et la lui coupe, puis enchaîne. Il y avait une fois un bonhomme qu'un autre a obligé d'aller chez les Allemands. C'est un film ou comme un film. Puis suit une histoire de femme embarquée par un Allemand, puis les autres avec qui il était ne voulaient pas de femme, c'est des hommes à qui il disait mon amour, alors la femme elle était furieuse et finalement un boulon s'est desserré à la voiture, ça aurait pu être l'homme qui aurait fait arriver l'accident, c'est lui qui avait essayé de défaire le boulon, mais c'est finalement un troupeau de moutons qui les a obligés à tous stopper.
Alors on a vu un garçon qui embrassait une fille, et alors tous ont dit « c'est un fou, faut l'abattre comme un chien » parce que eux et les Allemands, ils trouvaient que les filles, les femmes, c'est pas bien. Silence. Fernandel, dans un film, il avait trouvé la sœur à son copain, une fille très bien, il la pouponnait, consolait que l'autre était parti, et puis il y en a un qui lui vient dessus. Il mime le doigt en avant vers la racine de mon nez. Mon père, il fait comme ça, des yeux effrayants, quand on fait une bêtise. Et puis moi, vous savez, je faisais beaucoup de bêtises. Alors il lui vient dessus comme ça, et le lendemain, il était devenu marteau. Et il se tait. Je pense que ce sont des histoires importantes autour de ta façon de penser différente de celle de ton père et de tes grands-pères. Peut-être que celui qui a envoyé l'autre chez les Allemands. C'est toi, à ta naissance. Tout se mêle à ton papa puisque ton père a pris cette situation à ce moment-là et que ta mère pensait tout le temps à lui qui l'avait quitté. Et ton intérêt pour les filles, tu crois peut-être que c'est pas bien puisque ton père ne s'intéresse pas aux femmes, à ce qu'il te semble. Tout de même, il a fait des enfants à ta mère. Puis je me tais, lui aussi. Il semble n'avoir plus rien à dire. Je regarde l'heure, le temps imparti à l'entretien est terminé. Je lui dis. Attendez, avant de partir, je vais vous faire les 2 boîtes de conserve. Ce qu'il réalise en effet à toute vitesse, couvercle ouvert, les remplit de même de débris de pâte à modeler et les referme. C'est 2 blonds en choucroute. Je lui dis en riant. Ton père est ton frère. Il rit aux éclats et se lève. Je l'accompagne à la salle d'attente pour prendre congé d'eux. Au départ, la mère s'excuse, veut me parler. J'acquiesce et nous revenons tous 3 dans mon bureau. Alors, docteur, vous acceptez de ne plus le revoir? Et vous-même? Moi, il faut absolument que j'obéisse à mon mari. Et Dominique? Je me suis tournée vers lui. Dominique dit. Moi, si c'était moi qui décidais, je reviendrais. Je suis sûre que ça m'aiderait encore, mais puisque papa, il ne veut pas encore payer. La mère intervient et dit « Oh non, docteur, ce n'est pas l'argent qui fait dire ça à mon mari. Pour lui, c'est du baratin, comme je vous le disais dans ma lettre. Il dit qu'il trouvera, si ça existe, un chirurgien qui lui fera l'opération qu'il faut. Pour cela, il paiera n'importe quel prix. » Quelle opération? Eh bien, l'opération du centre du calcul. On dit que ça existe. Il croit qu'à ça, voyez-vous, pas aux choses des mots. Pendant que la mère parle, Dominique sculpte un serpent de plus d'1 mètre de long en bleu, dont la tête est rouge à croix de Lorraine jaune. Lorraine comme sa mère, ou la croix de la Libération, voire l'indicatif de la BBC. Mais toi, dit-elle à Dominique, il faut dire toi ce que tu veux. Alors Dominique répond, je t'ai déjà dit que je pourrais venir tout seul. Ça, je ne veux pas, je te l'ai déjà dit. Alors si tu ne veux pas, tu ne peux pas venir sans que tu désobéisses à papa. La mère me regarde, l'œil allumé, comme si elle le trouvait très rigolo. Mais si je pouvais venir seule, eh bien je viendrais tous les vendredis et ça me ferait du bien. Mais tant pis. Papa, c'est lui qui veut, eh bien, puisque Madame Dolto n'est pas fâchée, moi j'attendrai que je sois plus grand et que je gagne ma vie et je reviendrai pour devenir tout à fait bien, si je suis encore timide. C'est là-dessus que nous nous quittons. Postface. L'exposé de cette partie du traitement d'un enfant psychotique éclairera le lecteur peu au courant de la psychanalyse des enfants en milieu familial sur les difficultés parallèles au traitement du sujet, difficultés dues aux tensions et menaces de rupture de l'équilibre établi dans un groupe familial dont les parents sont immatures, affectifs ou névrosés. Les enfants sont annulés dans leur personne pour faire partie de l'économie fragilement compensée de la dynamique libidinale inconsciente de la famille responsable. Famille dont la loi impose à l'enfant de respecter l'autorité et de s'y soumettre. Nous voyons que les séquelles des traumatismes psychiques, quoique ceux-ci soient absolument personnels à tel sujet particulier, ne prennent leur aspect spécifique qu'en tant que résultante dialectique des interventions constamment actuelles de la libido de chacun des membres du groupe. On peut dire que les modifications narcissiques du sujet en cure psychothérapique sont elles aussi source de questions posées au narcissisme des personnes à son contact. Lorsqu'un enfant est en traitement, toute sa famille présente vis-à-vis du psychanalyste des réactions transférentielles, concordantes ou discordantes, qui sont à prendre en considération.
On comprend par un cas comme celui-ci que la psychanalyse d'enfant impose une formation beaucoup plus longue que la formation à la psychanalyse d'adulte, contrairement à ce qu'on entend dire encore. L'écoute du psychanalyste ne diffère pas de l'écoute en psychanalyse d'adulte, mais le rôle des parents, tiers payants et responsables de leur enfant vis-à-vis de la société, est prégnant dans le déroulement de la cure. Leur rôle affectif présentifie de ce fait pour l'enfant le support du moi idéal, support à respecter car il est intriqué à sa réalité actuelle et fait partie des puissances castratrices nécessaires. Le rôle du psychanalyste, par le transfert, est de libérer l'idéal du moi du sujet, de sa dépendance au moi idéal névrosant, mais non de se substituer aux parents. Son rôle est aussi d'analyser le surmoi archaïque préoedipien, mais non de se mettre en travers des composantes de l'Oedipe en cours d'évolution. Dominique n'est guéri que de sa régression psychotique. Est en cours une élaboration tardive des composantes de l'Oedipe. Son sexe est réhabilité pour son narcissisme, son corps propre en tant qu'humain aussi. Son sens critique s'exprime. Son affectivité est en communication avec les autres. Il a repris confiance en son avenir. Il assume son désir de libération, pour lequel il admet de temporiser, bien que fâché, au nom de l'autorité paternelle. Si l'analyste, elle, n'est pas fâchée et ne se sent pas frustrée. Son état encore non satisfaisant pour lui, son angoisse, il l'appelle son encore timide. La liquidation de l'Oedipe, dans le cas de Dominique, et de tous les sujets psychotiques qui sortent d'une pareille et précoce régression, exige que les étapes préalables et l'angoisse de castration imposée par le père soient effectivement vécues. Or cela ne peut advenir qu'avec une structure libidinale orale reconquise, avec la dimension de l'espace-temps réel distincte de l'imaginaire. Il faut que la libido anale et urétrale s'oriente vers la primauté de la génitalité, mais il faut aussi, pour que cela soit réel, que la libido anale et urétrale du sujet soit, avec son autonomie acquise en société, utilisable dans des sublimations culturelles. Avec une mère comme celle de Dominique, l'octroi par l'âge de la majorité légale du droit effectif à disposer de l'autonomie est seul susceptible de conduire à celle-ci. C'est par la conquête personnelle de moyens pécuniaires de subsistance, eux aussi résultant des sublimations culturelles, que Dominique pourra échapper aux interdits de développement imposés par sa propre dépendance pécuniaire à son père, lui-même non reconnu valable par son père, avec lequel, seul fils restant sur 3, il ne peut s'entendre, et lui-même traumatisé d'enfance et de jeunesse, père dénarcissisé et époux maternant d'une épouse infantile.